Merci. Je cède maintenant la parole au député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi d'abord de faire quelques salutations. On est rendu à 2h10 du matin. Toutes les personnes ici présentes, évidemment, ne sont pas ici par choix. C'était la prérogative du gouvernement, qui plus est du leader du gouvernement, de nous imposer un bâillon ici aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous remercier, saluer votre présence, Madame la Présidente, qui allait officier pendant nos échanges. C'est une tâche qui est difficile et ingrate parfois, je le sais aussi, et particulièrement dans des moments où on se retrouve comme ça aux petites heures du matin. Des fois, la fatigue, les tensions peuvent être plus difficiles à gérer. Évidemment, on va faire notre possible pour respecter le décorum, bien entendu, mais je salue votre travail. J'aimerais saluer aussi les collègues qui sont en face et les collègues donc des oppositions, donc de la banquette gouvernementale et des oppositions qui sont retenus aussi ici contre leur gré. Je suis persuadé qu'on aurait préféré passer un petit jeudi en famille, aller voir les groupes, rencontrer les groupes, faire notre travail de circonscription, qui est tout à fait important aussi. Demain, plus tard, tout à l'heure, donc le vendredi, c'est un moment qui est important pour nous, un moment qui est précieux et qui est utile aussi, évidemment. Je remercie également tous les employés de la partie gouvernementale qui vont évidemment nous permettre en fait, de valider certaines informations. Je remercie également les recherchistes de chacun des partis qui sont représentés ici. Aussi, nos équipes de recherchistes, mais aussi les équipes des travaux parlementaires, les équipes des communications, parce qu'il y a de la communication autour de ça, évidemment. Vous le savez bien. J'en profite également pour saluer et remercier ces personnes qui travaillent dans l'ombre aussi. Les gens, par exemple, du greffier qui sont à la table et qui travaillent pour bien faire fonctionner la commission. Je salue également les gens qui sont à l'audiovisuel. On ne les voit pas, ou très peu, en fait. Eux nous entendent, eux nous voient et s'assurent que tout se déroule se déroule bien, mais aussi peut être entendu et retransmis vers l'extérieur pour que la population, les médias puissent nous entendre. J'ai une pensée toute spéciale aussi pour les pages de l'Assemblée nationale situation quand même assez particulière, puis je vous demande quand même de porter attention à ça. Ces pages, ce sont des étudiants, des étudiantes. Ils sont en fin de session et vous pouvez imaginer que de passer une nuit blanche à s'occuper des gens qui sont en commission pendant un bâillon, ça s'ajoute à la fatigue et au stress de leur fin de session. Je terminerai par saluer Madame la ministre. J'aimerais la saluer parce que c'est une tâche difficile pour Madame la ministre des Ressources naturelles que de porter ce projet de loi-là. C'est un projet de loi, évidemment, qui est controversé. C'est un projet de loi aussi, évidemment, où il y a beaucoup de gens qui s'opposent. C'est un projet de loi qui ne fera pas l'unanimité. Je ne sais pas qu'est-ce que, sur le fond, Madame la ministre pense de ce projet de loi-là, mais elle ne l'a pas choisi. On le sait bien, on l'a raconté plus tôt. Il y a eu un appel directement des hautes instances de Stablex vers le bureau du premier ministre. La décision a donc été prise en hautes instances du côté du gouvernement. Donc, le call est venu d'en haut, comme on dit. Ça a été imposé. Le choix de faire un bâillon aussi, c'est venu aussi probablement d'en haut parce qu'il y avait une demande très claire de la part de Stablex. Il fallait réaliser ce projet-là, avoir un projet de loi pour être capable de mettre en place faire certains travaux avant certaines dates parce qu'on devait pouvoir échapper à ce règlement là, qui protège la nidification d'oiseaux migrateurs. Donc, Madame la ministre aura malheureusement nos yeux, et elle le sait très bien, là, de porter ce projet de loi-là, d'y être associée. C'est évidemment son visage qu'on va voir demain dans les articles qui dira que finalement le gouvernement a, de façon non démocratique, autorisé le projet de loi 93 qui autorise Stablex à utiliser un terrain qui est pas celui que le BAP recommandait, notamment, et qui n'est pas celui non plus que la municipalité de Blainville voulait conserver, avait protégé avec un règlement de contrôle intérimaire. Donc, évidemment, c'est elle qui sera associée à ce projet négatif, je dirais, dans l'œil de la population.
je peux quand même saluer une chose, parce que j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, mais on peut saluer sa loyauté qui est très grande envers son premier ministre et envers son leader. Elle sait qu'elle en paiera le prix, mais elle a décidé, elle a fait le choix de le porter. Certains auraient pu décider, des exemples dans l'histoire politique aussi, de personnes qui ont décidé. Je pense que le collègue de Matane, Matapédia, avait parlé là, de l'ancien collègue Thomas Mulcair, qui avait refusé de porter un projet qui était néfaste pour l'environnement. Certains le font, d'autres décident de choisir la loyauté. Alors, je salue la loyauté de la ministre. C'est quand même une qualité qui est appréciable. Maintenant, sur le fond, écoutez, Madame la Présidente, encore un dossier où, d'un point de vue de l'environnement, la CAQ est en train de l'échapper. Ce n'est pas la première fois, là, je veux dire, on le sait, je me souviens encore des élections de 2018 où la coalition Avenir Québec s'était présentée en campagne électorale avec aucun programme en environnement. Et on ne s'est pas beaucoup amélioré depuis, si vous me permettez. Évidemment, il y a des objectifs qui sont lancés, il y a des plans québécois des infrastructures, où il y a des projets de transport collectif qui sont annoncés. Il y a toutes sortes de projets comme ça qui sont annoncés, mais il n'y a jamais rien qui voit le jour. Sauf quand c'est des projets qui sont de nature économique. Puis Stablex en fait partie, où on va finalement saccager une partie, un milieu humide, au profit d'une entreprise privée. Nordvolt, c'est un peu la même chose. Hein? On est sur le bord d'une rivière majestueuse. On sait qu'on est dans une zone inondable. Évidemment, c'est peut-être, je reprends les mots de l'ancien ministre de l'Économie, c'était peut-être pas le jardin d'Éden, mais ça reste quand même que c'est un terrain qui avait une valeur écologique quand même. Mais c'était surtout un endroit qui était en zone inondable, sur le bord d'une rivière. Et on sait que l'entreprise Nordvolt, bon, maintenant on sait que ce projet-là ne verra pas le jour, mais quand même, le principe, c'était qu'on déroulait le tapis rouge pour une entreprise qui allait avoir un effet néfaste sur l'environnement. C'est exactement la même chose avec Stablex. On sait que cette entreprise-là, d'un point de vue économique, évidemment, on a besoin d'avoir un lieu de stockage de nos matières dangereuses. Il faut les gérer. Encore, il faudrait peut-être plus se concentrer sur les matières dangereuses que nous produisons ici au Québec et arrêter d'importer des matières dangereuses qui viennent des États-Unis. Mais c'est encore une fois une entreprise privée qui aurait eu les moyens, par ailleurs, hein, de payer pour aménager le site proposé par le Bureau d'audience publique en environnement, qui aurait eu les moyens. Tout à l'heure, ma collègue de Sherbrooke a évoqué là, les 3 milliards de profits qu'a réalisé Republic Services, qui est la maison mère finalement de Stablex aux États-Unis. Donc, cette compagnie-là, 3 milliards de dollars de profit, un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars canadiens. Donc, qu'est-ce que 100 millions de dollars pour cette entreprise-là? Moi, je trouve ça étrange, en fait, qu'on se trouve à financer un projet d'une compagnie qui est déjà très, très, très rentable. Ça m'a fait penser, Madame la Présidente, à un autre dossier dont on a moins discuté, mais quand même, ça va peut-être évoquer des choses pour mes collègues là, qui sont plus de la région de la capitale nationale. Le Mont-Sainte-Anne. Le Mont-Sainte-Anne, c'est une station de ski, là, vous la connaissez peut-être, vous avez peut-être eu la chance d'aller faire un tour là-bas. Mais on a un propriétaire, RCR, qui appartient à un riche propriétaire albertain, qui était milliardaire, qui l'est toujours en fait, qui est milliardaire. Et pour réparer les installations du Mont-Sainte-Anne, les télécabines qui tombaient avec des gens à l'intérieur, c'est épouvantable. Il a laissé aller complètement la sécurité sur son site. Mais pour mettre à niveau les installations, il demandait 100 millions de dollars au gouvernement du Québec. Mais vous savez quoi, Madame la Présidente? L'argent, là, on lui a sorti. Il était milliardaire. Il n'entretenait pas ses installations. Puis il a demandé au gouvernement, puis nous, assez fous, on lui a donné cet argent-là. J'arrive juste pas à comprendre la logique. Ces personnes-là qui arrivent finalement à forcer le gouvernement. Je ne sais pas, on parlait d'un numéro spécial. Là, mon collègue en a parlé plus tôt dans sa question. C'est quoi le numéro là, qu'on a besoin d'avoir pour avoir accès à ces lieux de pouvoir qui nous donnent accès à des centaines de millions de dollars, qui nous donnent un accès rapide au tapis rouge pour être capable d'avoir accès à toutes les dérogations, à toutes les procédures en accéléré. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est drôle parce que c'est rarement pour des projets
qui protège l'environnement qu'on a cette ligne rapide. C'est rarement pour des projets à caractère social qu'on a cette ligne rapide, cette voie de service très rapide. Non, souvent, ce sont de riches entrepreneurs avec une bonne armée de lobbyistes ou des contacts privilégiés, puis on arrive finalement à avoir cet accès direct et ces privilèges-là. Donc, il y a une répétition, en fait. Hein? Il y a une espèce de pattern, comme on dit en latin, avec la CAQ. Il y a cette facilité, finalement, à donner, à être très généreux avec l'entreprise privée, particulièrement celle qui aurait les moyens, finalement, de financer elle-même ces projets. Stablex, j'ai parlé des profits, mais quand même quelque chose d'assez troublant. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en accommodant cette entreprise-là, on est capable de donner des garanties de profit sur le long terme à cette entreprise-là. C'est pas blanc sur neige, c'est pas blanc comme neige, là, le bilan de Republic Services. Ma collègue l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est beaucoup de dons. Il y a une liste assez impressionnante de politiciens, particulièrement de la mouvance de droite, d'extrême droite, du mouvement MAGA, qui ont reçu des subventions, qui ont reçu du financement pour des campagnes électorales de la part de Republic Services. Alors, entre vous et moi, je veux dire, c'est facile de tracer un chemin entre de l'argent du Québec qui s'en va nourrir les coffres de Republic Services, qui après ça s'en va aider des élus de l'extrême droite, se faire élire, et après ça, former un gouvernement qui nous impose des tarifs, qui nous impose sa vision. C'est comme si, indirectement, je ne dis pas que c'est le choix évidemment éclairé du gouvernement, mais juste faire prendre conscience qu'en faisant ce choix-là d'aider, grâce à un bâillon, grâce à un projet de loi, on finance directement un gouvernement qui, par ailleurs, nous nuit avec une guerre de tarifs, avec des taxes qu'on veut nous imposer. Un gouvernement, le gouvernement du président Trump, qui veut nous couper les vivres, qui veut nous mettre à genoux en utilisant des moyens économiques pour y arriver. Alors moi, je trouve ça particulièrement inquiétant que du côté gouvernemental, même si c'est évidemment pas la visée, sachant cette information-là, qu'on ne prenne pas un pas de recul pour se poser la question, peut-être que ce n'est pas la bonne direction. Peut-être qu'on devrait réajuster le tir. Je peux comprendre que l'information au départ n'y était pas. C'est un travail journalistique, à ma connaissance, qui a fait sortir cette information-là. Mais chose certaine, maintenant qu'on sait cela, on devrait, il me semble, réajuster le tir. Ce serait la moindre des choses. Peut-être dernier angle sur lequel j'aimerais faire des remarques préliminaires. Bon, je ne suis plus en charge du dossier des affaires municipales. Ça a été brillamment repris par ma collègue de Sherbrooke. Mais je demeure toujours très intéressé par cet univers. J'ai toujours pensé que les municipalités étaient effectivement des gouvernements de proximité qu'on devait autonomiser le plus possible. Souvent, on a tendance au gouvernement, puis ça, c'est pas propre au gouvernement en place. Là, les anciens gouvernements aussi l'ont fait par le passé. On a tendance à infantiliser les municipalités. Souvent, l'expression, c'est de dire les gouvernements, les municipalités sont des créatures du gouvernement.